On va maintenant se situer à un endroit plus près des territoires, donc en voyant de plus près les mécanismes qui permettent de déployer les énergies renouvelables dans le pays. Et pour commencer, je vais appeler un grand témoin, donc Philippe Rapneau, qui est président de la communauté urbaine de Arras, également vice-président de la région Hauts-de-France, qui est donc le premier de nos trois témoins. Je vous en prie, Monsieur le Président, installez-vous. Donc on va revenir avec vous sur la question du fonds chaleur qui a d'ores et déjà maintes fois été abordée, mais qui prend avec vous, tenez, je vous en prie, prenez un micro, Merci. qui prend avec vous une dimension plus concrète, puisque vous avez inauguré en décembre dernier une chaufferie biomasse à Arras avec l'extension du réseau de chaleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a motivé cette décision et quelles sont les retombées que vous en attendez? Alors, ce qui a motivé cette décision, c'était d'améliorer la qualité du service rendu aux habitants du territoire. On avait un réseau de chaleur existant qui était d'une dizaine de kilomètres, qui se situait essentiellement sur, je dirais, un quartier en habitat collectif, avec un certain nombre d'équipements, je dirais, publics de desservis. Nous avions couplé à ce réseau de chaleur d'ailleurs un équipement cogéné classique qui avait une trentaine d'années. Nous avons donc souhaité améliorer ce réseau de chaleur avec dans l'idée de disposer bien sûr d'un prix de fourniture de chaleur qui soit plus attractif, de manière à accroître le nombre d'abonnés bien évidemment et améliorer sa rentabilité. On a essayé aussi d'inscrire cette démarche dans une démarche, on va dire, vertueuse, en termes Réduction de développement de gaz à effet durable. de serre, oui. Tout à fait. Et de pouvoir, je dirais, mobiliser le fonds chaleur en produisant au moins 50% de la chaleur renouvelable avec ce réseau. Et donc, on a doublé en fait ce réseau de chaleur. On est passé de 10 km à 20 km. On en a profité pour raccorder une grosse chaufferie qui était celle de l'hôpital, plus une autre chaufferie qui était près de la gare, qui chauffait un certain nombre d'équipements collectifs. Qui étaient les chaudières à quel combustible? Au gaz. Au Tout gaz, était au gaz, voilà. Et donc on a construit cette nouvelle chaufferie. Ce qui nous a permis, bien évidemment, de bénéficier d'un financement assez conséquent de l'ADEME, sans laquelle nous n'aurions pas pu faire ce projet, bien évidemment, mais qui nous permet de sortir un prix très intéressant pour les usagers. Donc concrètement, ça vous a coûté combien du coup? Alors à la communauté urbaine, je vais vous faire sourire, pas 1 euro. Pas 1 euro. C'est magique, comment ça se fait? Tout simplement parce que nous sommes passés, nous avons fait une DSP sous mode concessif. Donc on a trouvé un opérateur qui est Dalkia, pour ne pas le nommer, et qui a porté l'investissement, qui a porté la totalité de l'investissement, les études pour la réalisation, donc la partie extension du réseau, la création de la chaufferie biomasse, donc qui coûtait un peu plus de 8 millions, il y avait à peu près 5 millions pour l'extension du réseau, et un peu plus d'1 million d'euros pour les équipements des 43 sous-stations qui ont été créées aujourd'hui, plus les frais d'études. Donc vous voyez, c'est un investissement global de près de 15 millions d'euros. Auquel, bien évidemment, il faut enlever les 4 700 000 euros dont nous avons bénéficié, parce que porteur du projet, bien évidemment, la communauté urbaine. Donc au titre du fonds chaleur, au titre du fonds chaleur par l'ADEME. Voilà. Et donc du coup, qui fait à peu près un tiers. L'opérateur lui attend un retour sur investissement au bout de combien de temps? Il a fait ses petits calculs dans son coin. 20 ans. 20 ans. 20 ans, il se paye sur les abonnements à hauteur de 16,87 € du kilowatt pour l'abonné, pour la ligne qui est souscrite. Ce qui nous amène aujourd'hui, en gros, un mégawattheure à 55 € hors taxe. Comme on est sur une TVA à 5,5, je vous laisse faire le calcul. Ça va assez vite. On est juste en dessous de 60 €, ce qui fait un peu plus de 500 €, 530 € en moyenne pour une ligne, ce qui est assez intéressant et ce qui nous a permis, bien sûr, comme on avait beaucoup de logements sociaux de raccorder, de baisser la facture énergétique dans ces logements sociaux. On l'avait fait au moment où on a lancé les choses, on espérait à peu près 20%. Mais le prix du gaz ayant un peu baissé, bien évidemment, ça a
diminuer l'aspect rentabilité, mais on est aujourd'hui à près de 10% quand même d'effacement de la facture, ce qui n'est pas neutre, bien évidemment, pour des gens qui souvent se retrouvent en précarité énergétique. Alors, quand on vous écoute, on a presque l'impression qu'il n'y a que des avantages. Du coup, comme on a pas mal d'élus ou de représentants d'élus dans la salle, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas plus de réseaux de chaleur qui fonctionnent à la chaleur renouvelable, comme vous nous l'expliquez? Parce que ça n'a l'air d'avoir que des avantages. Je ne sais pas, il faut poser la question. Je pense que les uns et les autres, j'ai entendu Madame Papalardo, la ministre Ségolène Royal qui était venue inaugurer notre installation, avait d'ailleurs profité de son passage à Arras pour annoncer qu'elle voulait un réseau de chaleur dans chaque commune de 10 000 habitants. Moi, je ne sais pas, les élus qui sont là, je leur dis allez-y, parce que franchement, c'est une bonne formule, c'est de la mutualisation, donc c'est du bon sens, et ça permet de baisser la facture de chacun. Ah. Donc surtout, faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Donc là, je pense que le message sera bien entendu. Alors il y a à peu près, je crois que ça a été dit tout à l'heure, entre à peu près 600 collectivités qui ont un réseau de chaleur en France aujourd'hui. C'est vraiment trop peu. C'est vraiment trop peu. Donc on reviendra tout à l'heure sur les modalités qui permettront d'activer les fonds chaleur, notamment pour les collectivités, mais pas seulement. On aura l'occasion d'y revenir. C'est bien de le dire, mais bon, je ne serai plus parmi vous malheureusement, mais c'est bien de le dire, parce que la question, si le fonds chaleur va avoir une certaine progression, se posera la question de la territorialisation du fonds chaleur. Et là, je dirais, si je prends l'exemple d'Arras, mais ce n'est pas parce que c'est ma collectivité, bien d'autres se sont lancés dans cette démarche, on voit bien que c'est une utilisation, je dirais, pertinente. Et moi, je plaide pour que, effectivement, ce fonds chaleur soit territorialisé sur des actions de ce type. Très bien. Alors ça, on a bien compris au niveau économie, au niveau impact environnemental. En matière de création de valeur, je pense notamment en termes d'emploi, tout ce qui concerne notamment la chaufferie bois, est-ce que c'est une mobilisation de la ressource locale? Est-ce que vous avez eu l'occasion de mesurer les retours sur cet investissement? Est-ce que ça a eu des effets bénéfiques? Alors, pour être très clair, aujourd'hui, la chaufferie, c'est 2 personnes en maintenance. C'est assez peu, je vous l'accorde. Tout est automatisé, oui, mais c'est ce qui fait aussi la rentabilité. 2 emplois qui n'existaient pas. Parce que quand vous avez le gaz qui arrive, c'est pareil. Hein, donc, ça a permis de créer ces 2 emplois. Et ensuite, mon délégataire d'Alca me dit qu'en gros, sur les réseaux de chaleur qu'il a en région, dans le secteur Hauts-de-France, et qui utilisent la biomasse, sachant que dans notre appel d'offres, on avait une contrainte qui nous était fixée par l'ADEME, totalement justifiée, c'est que le bois vienne d'un rayon de moins de 200 km. Et aujourd'hui, Dacia me dit que la filière a à peu près créé une dizaine d'emplois. Ben écoutez, c'est parfait. Merci pour votre témoignage. Je ne vais pas vous mobiliser plus longtemps et je vais redonner la parole à Patricia pour ce qui concerne donc les méthodologies qui sont déployées en région, notamment pour le domaine maritime, les énergies maritimes. Les énergies marines, pardon. Merci à vous. Merci David. Alors effectivement, donc nouvelle séquence avec les grands témoins. Donc je vais appeler Loïc Chenet-Girard, président de la région Bretagne, et Vincent Bouvier, secrétaire général de la mer. On va parler de l'implication d'une région qui est au bord de la mer. Donc on enchaînera. Tout cela est très logique avec les énergies marines renouvelables. Alors, Loïc Chenet-Girard, merci d'abord d'avoir accepté d'intervenir à cette conférence. Première question, la Bretagne, c'est quand même une situation qui est assez particulière sur le plan électrique. Donc, vous avez, il y a 10 ans, signé le pacte électrique breton, et vous avez décidé de miser fortement sur les énergies renouvelables. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le bilan de ce qui a été fait durant cette décennie ? Oui, très rapidement, parce qu'effectivement, nous sommes en retard. La région Bretagne est dans une situation atypique. D'abord, c'est une péninsule, ça se voit, au bout de l'Europe. Elle ne produit que 10% de l'énergie qu'elle consomme. Et c'est un territoire qui est en forte croissance, que ce soit en termes de nombre d'habitants ou de nombre d'entreprises qui s'implantent et qui créent des emplois. Et donc, à partir de là, nous avons une difficulté croissante, c'est l'alimentation en énergie qui nous arrive du continent, qui nous arrive effectivement des différentes centrales qui existent, et donc une ambition forte de produire de l'énergie. Donc, au début des années 60, il y a eu le barrage de la Rance, vous connaissez. Depuis ce temps-là, il y a eu un peu de travail sur les énergies renouvelables. Et depuis 10 ans, une accélération par un pacte électrique breton en 3 volets. Premièrement, produire des énergies renouvelables. Deuxièmement,
réduire la consommation énergétique en activant le levier des économies. Et le troisième point, sécuriser le réseau, puisque nous avons un réseau qui se trouve encore une fois en bout de ligne. Et à partir de là, il faut le sécuriser par différents mécanismes. On parle aujourd'hui de smart grids, et puis nous étions sur un sujet de centrale à gaz, combiné gaz, pour pouvoir gérer les pics. Donc nous sommes sur une stratégie longue qui a été lancée il y a 10 ans et qui porte ses fruits aujourd'hui. Alors, développer les énergies renouvelables, lesquelles quelles ont été les priorités? Toutes les énergies renouvelables, bien entendu, on parle beaucoup des EMR, mais ça fait plus de 6 ans que nous sommes sur le dossier du champ d'éoliennes au large de Saint-Brieuc. Nous avons lancé beaucoup de chantiers, beaucoup de sujets avec l'ensemble des entreprises qui sont présentes en Bretagne et avec Iberdrola qui est le porteur, mais nous ne verrons pas les éoliennes au mieux avant 4 ans, 5 ans. Donc mon mandat sera déjà fini d'ici là avant de voir les premières fondations se poser. Et puis nous travaillons bien entendu sur les sujets sur Terre, que ce soit l'éolien, que ce soit les sujets de méta, puisque nous sommes un territoire agricole. Et je voudrais dire qu'on produit quand même quelques électrons en mer, puisque nous avons les premières hydroliennes au large de Brest, qui sont effectivement positionnées et qui produisent de l'électricité, puisque nous avons l'ambition de réaliser des expérimentations sur les îles du Ponant sur lesquelles nous espérons d'ici 2030 être autonomes en énergie, puisqu'actuellement nous livrons du fioul tous les jours sur ces îles pour produire l'énergie qu'elles consomment. On a beaucoup évoqué le problème de l'acceptabilité. Est-ce que vous avez été confronté à ce problème? Nous sommes très concernés par ces problèmes en Bretagne. D'abord parce que dès que vous touchez effectivement au paysage et à l'environnement immédiat des habitants, il y a une réaction, ce qui est tout à fait légitime. La région Bretagne s'engage à accompagner les projets. Cela veut dire que, par exemple, en mer, nous travaillons au sein d'une conférence régionale de la mer et du littoral pour mettre ensemble l'ensemble des acteurs utilisateurs de la mer, que ce soit les pêcheurs, les ostréiculteurs, le monde du tourisme et puis les communes littorales, pour pouvoir se mettre d'accord sur les espaces que nous allons réserver pour les énergies renouvelables demain en mer, l'éolien posé, demain l'éolien offshore, les hydroliennes sous l'eau. Sur Terre, même sujet, nous accompagnons les projets à partir du moment où ils sont concertés au niveau d'un territoire, généralement au niveau communauté de communes. Nous accompagnons pour dérisquer et permettre l'accélération des projets à leur réalisation dans un contexte le plus favorable possible. Le point qui, à mon sens, doit être regardé de près, c'est effectivement la réglementation et la durée entre le projet quand il se lance et le projet lorsqu'il se réalise. Parce que pour avoir fait un paquet de réunions le soir tard partout en Bretagne, et notamment sur la côte nord, pour pouvoir faire accepter le projet des éoliennes en mer, si au moment où vous arrivez à peu près à un consensus, vous avez 5 ans, 6 ans, 7 ans avant que le projet arrive, il y a une génération qui est passée, il faut tout recommencer. Donc, c'est pas qu'on s'épuise, mais à un moment donné, forcément, on se pose quelques questions par rapport à cela. Même chose dans les terres, il faut que, entre le moment où les élus négocient, et c'est courageux de la part des élus locaux, des maires, des présidents de communautés de communes, négocient avec les habitants, expliquent le positionnement d'un méthaniseur qui change le paysage et qui fait un peu peur aux riverains ou d'un parc éolien. Il faut qu'entre le moment où le consensus est trouvé et le moment où la réalisation est faite, il se passe le moins de temps possible pour ne pas provoquer de nouveaux échecs et provoquer de nouveaux sentiments de désespérance par rapport à ces projets qui sont ambitieux. Et encore une fois, je suis optimiste. L'objectif, c'est qu'à terme, ça continue à se développer très très fortement. Et on le voit en Bretagne, nous avons doublé la production des énergies renouvelables en 10 ans. Alors, doubler la production d'énergie renouvelable en 10 ans, sur le plan de l'emploi, puisque c'est un volet important, Oui. Quel bilan pouvez-vous dresser en termes de création d'emplois? Nous avons un emploi qui est disséminé sur l'ensemble du territoire pour l'entretien des machines en place. Je pense notamment à l'éolien. Nous avons aussi un emploi un peu plus discret, mais qui est en train de se développer dans les métropoles sur le sujet des smart grids, puisque nous avons vraiment une ambition forte sur les smart grids avec les Pays de la Loire. J'ai vu que dans la revue que vous avez distribuée tout à l'heure, Bruno Retailleau a fait allusion à ce projet, qui est un projet qui permet d'intégrer les énergies renouvelables dans le réseau existant sans avoir d'investissement trop lourd à faire sur le réseau. Et enfin, nous avons un grand sujet sur la cybersécurité, qui est un sujet majeur par rapport à la sécurisation des réseaux à long terme. Et donc, sur ces sujets, nous avons là aussi quelques emplois. Là aussi, attention, on a lancé en tant que région, puisque nous sommes responsables de la formation, des grands plans de formation pour les éoliennes en mer, des grands plans de formation pour l'entretien de ces éoliennes en mer. Les jeunes gens qui sont sortis des formations, ça fait déjà 2 ans que les premiers sont sortis, puisqu'on nous a dit, attention, les élus, vous allez être en retard. Les élus sont forcément en retard. Et donc les élus ont lancé les formations sont lancées, et les formations aujourd'hui débouchent sur des métiers, des qualifications, et en face, il n'y a pas le métier qui correspond. Je parle bien partie éolienne en mer. Donc il y a des arrêts sur ces formations, et dans 3 ans, on va nous dire de redémarrer, et l'appétence ne sera pas forcément la même par rapport à ce sujet. Donc là aussi, il faut gérer le temps, il faut gérer les formations en amont, il faut préparer l'ensemble de la filière pour s'organiser. Et juste un chiffre, rendez-vous compte qu'on a mis 200 millions d'euros sur le port de Brest pour transformer le port de Brest, enfin pour
élargir le port de Brest et en faire un port avec des quais lourds pour accueillir les grands colis, pour faire en sorte que nous soyons en capacité d'accueillir des grandes machines qui puissent s'implanter sur le territoire breton en mer, offshore ou posé. Aujourd'hui, l'investissement est réalisé. Les premières entreprises vont peut-être pouvoir arriver, mais je ne sais pas si elles viendront pour implanter en Bretagne. Elles viendront peut-être pour travailler sur d'autres secteurs que la France. En tout cas, les premiers échanges que nous avons nous montrent que c'est peut-être les côtes anglaises qui seront regardées en premier. J'espère très vite après les côtes françaises. Oui, donc problème de calendrier, effectivement, on va en reparler. Toujours sur cette question de l'emploi, des emplois industriels en perspective, hein. Sur les emplois industriels, nous avons en Bretagne pas de projet d'usine. Elles sont plutôt chez nos voisins normands, chez nos voisins de Pays de la Loire. Nous avons une ambition forte sur l'éolien offshore, flottant. Là-dessus, nous avons quelques discussions avec des grands industriels. Mais là aussi, je ne fais plus de promesses et je ne donne plus de dates. Par contre, l'ambition est toujours là, nous sommes assez présents. Sur les hydroliennes, nous avons des emplois déjà industriels en place, avec des partenariats avec notamment le Canada et d'autres régions dans le monde. On voit bien que là, il y a une techno qui est très complexe, sur laquelle les grands industriels, notamment Naval Group, doivent faire des arbitrages à un moment donné sur la capacité à gagner de l'argent avec ces machines qui sont quand même extrêmement complexes, mais elles sont aujourd'hui au fond de l'eau, elles tournent, elles produisent un peu de l'énergie, et on va savoir assez vite si le modèle est robuste et s'il peut s'industrialiser. Et là, il y a pas mal d'espoir pour les élus, parce que pour le coup, quand vous mettez une hydrolienne au fond de la mer, vous avez un peu moins de tension avec le retraité qui veut absolument garder sa vue 365 jours par an, puisqu'il fait beau 365 jours par an en Bretagne sur les côtes. Voilà. On l'aura tous remarqué, effectivement. Alors, Vincent Bouvier, on vient de parler des problèmes, effectivement, de calendrier, et notamment dans l'éolien en mer, où on ne peut pas dire que la France soit très performante, de parcs annoncés depuis très longtemps, d'appels d'offres réalisés, de lauréats choisis. Et malgré tout ça, nous n'avons toujours pas le début de ces fameux parcs. Alors, pour vous, le secrétaire général de la mer, donc j'imagine qu'il y a une priorité, la est-ce qu'il faut revoir le modèle? Quelle est votre priorité peut-être pour que ça marche mieux, pour accélérer un peu tout ça? Oui, d'abord, je partage votre frustration. C'est vrai que nous avons il y a plusieurs appels d'offres, 6 parcs autorisés maintenant, 500 MW chacun, si je me souviens bien, plus un appel à la concurrence qui concerne Dunkerque, et puis aucun mât éolien visible en mer. C'est vrai, inutile de pratiquer la langue de bois, tout ça est extrêmement frustrant, surtout si on se compare à nos voisins d'Europe du Nord. Après tout, nous ne sommes pas plus bêtes qu'eux, on devrait pouvoir y arriver. Donc quels sont au fond les grands axes pour essayer d'améliorer nos procédures et de progresser significativement? Il y a un premier point, je crois, on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent, qui est ce qu'on appelle la planification de l'espace maritime, ou pour le dire autrement, la possibilité de mieux gérer les conflits d'usage. Et ces conflits d'usage sont nombreux. Nous avons un domaine maritime qui est fréquenté. Il y a la question des trafics, la question de la défense, la question de l'environnement, la question de la pêche. Je ne développe pas beaucoup dans cette salle, et vous, Monsieur le Président, connaissez bien ces contraintes. Donc il faut bien gérer ces conflits d'usage de façon concertée. Donc c'est l'idée de ce qu'on appelle la planification de l'espace maritime. Gérer le conflit d'usage, comment fait-on? La méthode, c'est bien sûr de concerter, la concertation avec tous les acteurs, les professionnels, mais bien sûr, au premier rang de ces acteurs, les élus, et notamment les régions, qui logiquement sont de plus en plus impliqués dans le champ de l'économie maritime. La concertation, mais aussi, deuxième point, ça doit se jouer à un niveau décentralisé. Cette concertation, cette construction de la stratégie et de la planification spatiale, ça doit se jouer au niveau des régions, plus précisément au niveau des façades maritimes. Et où en sommes-nous là-dessus? Le corpus législatif et réglementaire est prêt, et maintenant nous sommes à un moment où, en lien étroit avec les régions, les présidents de région, c'est d'ailleurs tout à fait complémentaire avec l'initiative de la Bretagne que vous rappeliez avec cette conférence maritime régionale, c'est le même but, c'est le même esprit. Maintenant nous en sommes au moment où il faut élaborer les documents stratégiques de façade qui ne vont pas définir une espèce de cadastre rigide de la mer, dont le but est simplement de préciser une carte d'évocation, une cartographie des zones qui sont ou qui seraient propices à accueillir de l'éolien en mer. Je parle de l'éolien en mer, mais on pourrait élargir le débat et parler des énergies marines renouvelables en général, parce que cette logique de planification de l'espace, cette logique de simplification, elle concerne finalement à terme toutes les énergies des mers, que ce soit l'éolien posé, flottant, l'hydrolien, mais aussi l'énergie thermique des mers. Donc, premier point,
cette élaboration très concrète, très concertée de documents stratégiques des façades avec une carte d'évocation souple. Deuxième point, et Laurent Michel et Mme Papalardo y ont déjà fait allusion, je vais me contenter de compléter leurs propos, la question de la simplification des procédures proprement dites. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation un petit peu étrange où c'est le bénéficiaire de l'appel d'offres qui va mener toutes les procédures d'autorisation, qui va faire les études, qui va mener les formalités nécessaires pour toutes ces procédures. Mais comment dire, nous n'avons pas le moyen législatif aujourd'hui de faire précéder l'autorisation donnée aux bénéficiaires, de faire précéder l'ensemble des autorisations des dispositifs réglementaires. Donc on veut inverser les choses. C'est-à-dire on veut que l'État, qui est propriétaire du domaine public maritime, que l'État mène ses procédures, que l'État identifie les zones de vocation de façon concertée, que l'État lui-même mène ses procédures, mène ses autorisations, et qu'ensuite, au moment où le bénéficiaire de l'appel d'offres est désigné comme attributaire, à ce moment-là, on lui remet, en quelque sorte, si je puis dire, le paquet des procédures réalisées, autorisation environnementale, procédure concession d'occupation du domaine public. Et de cette façon, le bénéficiaire de l'appel d'offres est en quelque sorte sécurisé juridiquement. Son investissement est sécurisé. Tout ceci est prévu très concrètement, Mme Papalardo l'a rappelé tout à l'heure, par l'article 22 de la loi de simplification et doit être décliné plus précisément par ordonnance. Donc ce que je vous dis, ce sont les grandes lignes. Il faut préciser comment on va faire, mais on s'inspire largement là-dessus de ce qu'on appelle le modèle danois, c'est-à-dire de ce qui se passe en Europe du Nord. Et puis, autre point sur les procédures, Alors, ça a déjà été... Je vais me permettre juste peut-être de vous interrompre parce que M. Chéné-Girard sera obligé de nous quitter dans quelques minutes et il avait une réaction à vos propos. Moi, je suis ravi, encore une fois, du travail qu'on peut réaliser ensemble entre la région Bretagne et le secrétariat général à la mer. Il y a un point, si je peux me permettre, sur les négociations sur les façades maritimes, c'est qu'il faut faire attention à faire un découpage cohérent par rapport aux régions et ne pas partir de Brest à Dunkerque et de Bretagne aux Hauts-de-France. Sinon, on va importer nos problèmes respectifs entre les différentes régions et on ne va pas être en capacité, aux côtés de l'État, de mener les négociations à leur terme, parce qu'avec tel ou tel comité des pêches, on arrive à tenir à peu près. Avec sur telle ou telle région, on gère nos problèmes. Si on mélange 2-3 régions, on se retrouve avec des problèmes insolubles. C'est vu du terrain que je vous remonte cela, je vous ferai passer une note, mais vraiment au quotidien, on le vit très très bien. Si chacun gère ses problèmes, on y arrive. Si on mélange tous nos problèmes, on n'y arrive vraiment plus. Voilà. Mais ravi de vous revoir, et puis ravi de vous revoir très bientôt en Bretagne. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous. J'ajouterai simplement que j'ai quelques collègues préfets de région, non préfets de façade, qui nous ont déjà alertés là-dessus. Donc vous voyez là-dessus, je ne dirais pas une collusion, mais une concertation forte entre les élus et les représentants de l'État. C'est l'intelligence de terrain. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Chéné-Girard, qui malheureusement doit nous quitter pour un rendez-vous. On va continuer donc avec Monsieur Bouillet à développer donc les priorités en termes de simplification. Oui, donc j'ai parlé de planification spatiale, j'ai parlé de cette simplification de procédure importante. On sécurise juridiquement l'investissement de l'attributaire. Ajouter aussi, mais ça a été dit, la question du raccordement. C'est-à-dire là aussi, on va travailler sur la possibilité de faciliter le raccordement et de confier aux gestionnaires du réseau à la fois le travail technique sur le raccordement et le coût du raccordement, de façon, encore une fois, à simplifier les choses pour l'attributaire. Voilà l'essentiel. Évidemment, on a parlé aussi de cet appel à la concurrence, de cette simplification de l'appel à la concurrence qui permet, d'une certaine façon, au début de la procédure, de mieux négocier les tarifs. Voilà l'essentiel, je crois, de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui en matière de simplification. Le chantier est lourd. Nous souhaitons aller vite. Le gouvernement souhaite aller vite avec ces 2 ordonnances que j'évoquais. Très bien, je vous remercie. En 1 minute, je vais juste vous demander donc très rapidement l'impact qu'il peut y avoir en termes d'emploi, puisque c'est évidemment une donnée majeure pour le secteur. L'impact qu'il peut y avoir en termes d'emploi, nous sommes en tout cas pour les énergies marines renouvelables, nous sommes dans une filière en développement. Ce qu'on peut dire, c'est que cet impact en termes d'emploi, mais le président de la région Bretagne l'a dit également, ça concerne à la fois l'exploration, l'exploitation, la construction initiale, l'exploitation. Ça concerne aussi à terre un certain nombre de filières de sous-traitance. Ça concerne aussi à terre des filières de construction des matériels mêmes. Donc, je dirais simplement à ce stade que c'est un potentiel important. Un mot peut-être, puisqu'on parle d'emploi,
il y a un sujet très important pour les promoteurs d'énergie marine renouvelable, c'est ce qu'on appelle l'application de la législation de l'état d'accueil pour ceux qui construisent, qui font la construction initiale, et pour ceux qui ensuite, pour les agents qui ensuite, ou les personnels qui ensuite vont exploiter l'installation proprement dite. Ce que je voudrais simplement dire là-dessus, il n'est pas question de remettre en cause ce socle, c'est-à-dire le socle, c'est l'application du droit social local, l'application du droit social de l'état d'accueil. Simplement, on comprend bien qu'en matière d'énergie marine renouvelable, il y a des contraintes spécifiques, et nous souhaitons travailler à la fois sur une bonne lisibilité, une bonne information sur la législation applicable, et aussi la possibilité d'adapter les procédures pour les rendre plus souples, plus rapides, notamment les formalités d'inscription ou les formalités d'embauche des personnes concernées. Très bien, eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et on va tout de suite continuer avec la table ronde revenant sur les cas pratiques. Donc je rends la parole à David. Donc merci à nos 3 témoins. On va rester dans les territoires, on va rester dans le concret. Et je vais inviter pour ça à me rejoindre donc sur la table ronde Rémi Chabria, qui est directeur production et énergie durable à l'ADEME, Christelle Guizarne, qui est directrice du développement durable du groupe Avril, Mathieu Lefebvre, qui est président de Waga Énergie. Installez-vous comme vous le souhaitez. Pas de formalisme, on est entre nous. Également Serge Menec, président de la société nouvelle Sameto Technifil, et Arnaud Mine, président d'Urba Solar. Bon, allez, je me mets au milieu, vous m'en voulez pas? Pour un maître de cérémonie, c'est plutôt pas mal. Alors donc cette deuxième table ronde, merci à tous d'être présents en cette fin d'après-midi. Donc elle concerne le financement des ENR et quelque part le retour qu'on peut attendre pour chaque euro investi. Donc vous avez entendu depuis le début beaucoup de sigles, on a entendu parler d'investissement d'avenir, de PIA, on a entendu parler de PPE, on a entendu parler d'appel d'offres, on a entendu parler de fonds chaleur. Tout ça sont plein d'acronymes parfois complexes. Et finalement, l'idée, avec tous les intervenants qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est d'en prendre la mesure en se demandant qu'est-ce qu'on peut en attendre en matière de création de valeur. Alors tout à l'heure, on a déjà abordé le fonds chaleur, on a eu même un grand témoin avec M. Rapneau qui nous a expliqué le développement de la chaudière biomasse. Du coup, je propose qu'on continue sur le fonds chaleur avec vous, Rémi Chabria. On a déjà vu un petit peu à quoi ça servait, notamment dans le cas d'une collectivité. Quelle est l'étendue globale du fonds chaleur et à qui ça vise? Avec quel retour sur investissement? C'est une longue question, mais on pourra subdiviser les sujets. La réponse sera longue aussi, je vous rassure. Merci, pas trop. Hein. Merci, bonjour à tous. Et d'abord, je vais commencer par remercier Philippe Rapneau, donc notre grand témoin de tout à l'heure, comme les presque 4000, on commence à parler d'extension, comme les presque 4000 collectivités, entreprises, organismes de logement social, qui ont réalisé depuis 2009 une installation de production, distribution de chaleur avec l'aide du fonds chaleur. Alors, 2-3 éléments de contexte, un chiffre qui a déjà été donné par Jean-Louis Ball, hein. La chaleur, c'est 50% de la consommation d'énergie du pays. C'est très majoritairement aujourd'hui assuré par du gaz ou du fioul. Or, il existe des solutions renouvelables éprouvées, la biomasse, la géothermie, le solaire, la chaleur de récupération, compétitives ou proches de la compétitivité, j'y reviendrai, produites localement et qui se substituent à des ressources importées, gaz, fioul. Avec une part prépondérante sur la chaleur d'industriels, de prestataires, d'équipementiers français. Donc, clairement, pardon pour le slogan, mais c'est vraiment ça, il s'agit bien de remplacer de l'énergie importée par des emplois français locaux, en diminuant au passage nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, quand même, double, triple dividende. C'est une raison pour laquelle il y a des objectifs ambitieux de développement de la chaleur qui ont été fixés depuis le Grenelle en 2007, réaffirmés et précisés par la loi de transition énergétique, puis par la PPE. Bon, un chiffre, en gros, c'est plus 50% de chaleur renouvelable entre 2015 et 2023. Bon, c'est qu'il y a un objectif ambitieux, on y reviendra. Mais c'est pour accompagner depuis le Grenelle et encore aujourd'hui ces objectifs ambitieux qu'on a créé le fonds chaleur. Donc c'est un outil mis en œuvre par l'ADEME pour accompagner des projets sous forme d'aide à l'investissement. Alors c'était évoqué tout à l'heure, mais pour quand même préciser, la particularité des renouvelables et des renouvelables thermiques en particulier, c'est qu'en gros on cherche à mobiliser des ressources grosso modo gratuites. Disponible localement, le solaire, la géothermie et ou moins cher que le gaz,
La biomasse, même si la baisse des prix du gaz ces dernières années a un peu compliqué le paysage, mais quand même, la biomasse ou la chaleur de récupération, mais on a un coût d'investissement plus élevé. Une chaudière biomasse est 3 à 4 fois plus cher qu'une chaudière gaz, etc. Donc, peut-être aussi un problème de mobilisation de la ressource. Non, mais c'est pas prépondérant sur cette dimension-là. Il y a vraiment un sujet. On a des investissements plus lourds, et donc l'objectif, l'idée d'avoir une aide à l'investissement à travers le fonds chaleur, c'est bien de diminuer ce poids de l'investissement, de diminuer du coup le poids de l'amortissement sur le coût de la chaleur qui va être produite derrière. Et Philippe Rapneau expliquait bien tout à l'heure à quoi ça aboutit. Le fait qu'il y ait une aide à l'investissement a permis de baisser de plusieurs points et de plus d'une dizaine d'euros le prix de la chaleur en finale distribuée, qui est du coup compétitive. Donc c'est vraiment financer l'investissement pour améliorer l'équilibre économique des projets et permettre leur multiplication. Alors leur multiplication, donc j'évoquais tout à l'heure, entre 2009 et 2016, c'est 4000 installations, 5,15 milliards d'euros d'investissement, 1,6 milliard d'euros d'aide, des installations qui vont produire, distribuer, puisque le fonds chaleur finance non seulement les installations de production, mais aussi le réseau de chaleur, les réseaux de chaleur majoritairement alimentés par les renouvelables, environ 2 millions de TEP par an. Ça veut dire un fort développement de la biomasse collectif, ça a permis un fort développement de la biomasse dans l'industrie collectif, une relance de la géothermie profonde en Île-de-France, la région leader au niveau mondial en la matière. Oui, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de la chaleur biomasse, mais effectivement, ça vise aussi la géothermie. Absolument. C'est aussi, le fonds chaleur, c'est aussi 740 opérations de réseau. Alors des petits, des moyens, des gros, mais en tout plus de 1900 km supplémentaires financés, sachant que les réseaux en 2009 c'était 3800 km de longueur cumulée. On a multiplié ça, on a, quand les projets en cours sont terminés, parce que ça se déploie sur des années, on aura multiplié par 1,5 les réseaux, et le mix énergétique de l'ensemble des réseaux, ceux qu'on a financés, les autres, est passé de 30 à 50% d'ENR sur la période. Donc il y a vraiment une évolution énergétique qui est engagée, qui est importante. Côté emploi, Bruno l'évoquait, c'est en gros 50 000 emplois directs dans les ENR chaleur, hors réseau, à peu près 20 000 dans l'exploitation, donc du local non délocalisable. Ça a augmenté de 14% depuis 2006 sur ce sujet-là. Côté, là encore, Bruno m'a aussi précédé en parlant de la balance commerciale. Donc on est très largement excédentaire du fait qu'on substitue à des combustibles très majoritairement importés. Spécifiquement sur la chaleur, on est légèrement déficitaire sur les équipements, pas lourdement. En gros, on fabrique plutôt en France nos chaudières biomasse, industrie collective, ou nos installations bois énergie pour les particuliers, bûches. On importe plutôt des appareils à granulés et des pompes à chaleur, une partie, mais voilà, on est légèrement déficitaire. Par contre, 2 millions de tonnes équivalent pétrole par an, ça pèse très lourd. Et le temps de retour évoqué par Jean-Louis tout à l'heure est aussi un sujet qui est une fierté pour nous. Je trouve que ça mérite d'être rappelé. On a mis 1,5. Oui, voilà, suivant les références qu'on prend, c'est estimé entre 2 et 4 ans. Mais voilà, sur des installations qui vont fonctionner 20 ans ou 25 ans, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc au total, pour clore, un bilan qu'on considère comme très largement positif, on ADEME, mais aussi, je crois pouvoir le dire, même s'ils en parleront mieux que moi, un certain nombre de professionnels dans la salle, tiens, dont Dominique Kieffer, là, qui s'assied. C'est juste histoire de rien. Voilà, ils le diront, mais aussi jusqu'à la Cour des comptes, qui a salué l'efficacité du dispositif dans plusieurs rapports. Mais ce n'est qu'un début. Et il faut continuer le combat, etc., etc. Entre 2009 et 2016, on a financé de quoi produire chaque année des installations qui vont produire environ 250 000 TEP. Pour atteindre les objectifs de la PPE, il faudrait financer de quoi produire 600 000 TEP par an. Il y a encore un peu de boulot. Donc il y a vraiment un sujet d'accélération. Alors ça implique des signaux économiques. Le premier va être, j'avais écrit hier, pourrait être dans la prochaine loi de finances. Sauf que le ministre a entre-temps dit quelque chose de précis. Le premier levier, c'est l'augmentation, la visibilité sur l'augmentation de la contribution climat-énergie et l'accélération. Le ministre a annoncé hier qu'on serait à 44 € l'an prochain contre 30 € cette année. Donc ça booste un peu. Ça va faire 3,5 € le mégawattheure de gaz de plus pour l'année prochaine. Donc c'est un élément qui doit renforcer la compétitivité intrinsèque des ENR thermiques.
La question de l'ajustement des moyens du fonds chaleur, évoquée par mon ami Jean-Louis, se posera également en fonction de ce qui sera nécessaire, compte tenu de comment tout ça va évoluer. Parce que le décalage prix du gaz est vraiment un sujet central. Mais avant tout, il faut une mobilisation accrue des collectivités, des entreprises, des professionnels. Beaucoup se sont déjà engagés. Remercier de nouveau Philippe Rapneau et ses collègues. Mais il en faut plein d'autres. On sera avec eux, en tout cas, mes collègues de l'ADEME, pour les aider à réfléchir, à concevoir, à financer, à accompagner tout ça. On essaiera de revoir effectivement dans un deuxième tour de table et puis en prenant des questions avec la salle sur comment est-ce qu'on peut aller plus loin justement dans la mobilisation des moyens financiers pour développer les énergies renouvelables. Alors un autre dispositif dont on a fait allusion jusqu'à présent, ce sont donc les investissements d'avenir. Alors je vous propose qu'on développe ce sujet avec vous, Mathieu Lefebvre, vous êtes président de Waga Énergie. Alors Waga Énergie, c'est une petite société qui est assez récente. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter et nous préciser dans quelle mesure vous avez bénéficié d'investissements d'avenir et pourquoi faire? Bien sûr, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Waga Énergie a été créée sur un constat. Aujourd'hui, notre société produit de plus en plus de déchets. C'est vrai en France, mais essentiellement dans le reste du monde. C'est-à-dire que l'urbanisation et l'augmentation de la population mondiale font que chaque individu sur Terre produit des déchets. Et l'essentiel des déchets sont stockés dans des installations de stockage de déchets. La matière organique qu'ils contiennent va se dégrader et produire du biogaz. Un gaz qui est aujourd'hui une pollution. C'est 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors même que c'est une énergie extrêmement pertinente, notamment pour les enjeux qui ont été évoqués lors de ce débat, de substituer les énergies fossiles pour pouvoir alimenter nos besoins de chaleur et de transport. Donc le constat, c'est que cette pollution majeure peut être transformée en énergie et qu'il n'y a pas de lutte plus urgente que celle contre le changement climatique. Donc à partir d'une rupture technologique que nous avons mis au point, nous sommes capables de transformer ce biogaz produit par les installations de stockage de déchets en biométhane, qui est le substitut renouvelable de gaz naturel. Concrètement, vous captez le gaz de décharge? Exactement. Donc le gaz de décharge est capté par les opérateurs tels que Suez, Veolia, Paprec ou autres, pour être en général détruit dans une torchère, pour être brûlé. Nous allons capter cette ressource, la passer dans une petite raffinerie qu'on appelle une Wagabox, qui va n'extraire que le méthane et le rendre suffisamment pur pour être injecté au réseau de gaz naturel. Et le biométhane est un pilier absolument essentiel de la transition énergétique, essentiel car il répond parfaitement aux besoins de chaleur et de transport de nos sociétés. Donc voilà le fondement, et nous avons reçu le prix de lutte contre le changement climatique puisque nous avons donc ce double impact de réduire une pollution à la source, d'inciter les opérateurs à capter cette pollution pour nous la vendre, et de substituer du fossile par du renouvelable. Voilà, c'est extrêmement donc, vertueux. pour vous développer, vous avez fait appel au programme d'investissement d'avenir. Alors, pourquoi faire? Alors, je pense qu'on est vraiment le fruit d'un écosystème qui est, de notre point de vue, extrêmement efficace. L'ADEME nous a accompagnés dans la phase amont sur des études technico-économiques, et surtout à travers le programme d'investissement d'avenir. C'est un accompagnement qui est intéressant puisque c'est donc une avance remboursable. Si nous réussissons, nous remboursons l'ADEME avec des taux d'intérêt qui sont ce qu'ils sont. Si nous échouons... qui sont ce qu'ils sont, ça veut dire quoi exactement? Parce que c'est important. Non, mais peu importe. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est le mécanisme. C'est-à-dire peu importe le taux d'intérêt. En l'occurrence, en moyenne, on doit être autour de 3-4%. Le mécanisme, ça reste raisonnable. Le mécanisme, c'est que ça rassure les investisseurs pour nous accompagner, puisque pour un denier public, il faut un denier privé. Et ça permet donc de réaliser cette première mondiale, il nous fallait à peu près 4 millions d'euros pour commencer. Et donc, si échec il y a, alors cette avance remboursable devient une subvention. Et donc, c'est un support qui est de notre point de vue extrêmement pertinent et qui a été parfaitement adapté dans cette phase d'amorçage et de mise au point de cette innovation technologique qui va avoir un impact en France en permettant de booster la production de biométhane, mais qui a un impact au niveau mondial qui peut être considérable, puisque 98% du marché est à l'international, puisqu'encore une fois, l'essentiel des déchets, notamment dans les pays autres qu'à la France, sont stockés dans des installations de stockage. Oui, parce que chez nous, ça va essentiellement dans les UIOM, unités d'incinération des ordures ménagères. Alors non, l'incinération ne permet pas de produire du biométhane. Oui, ça, oui, on est d'accord. Donc c'est des installations de stockage de déchets. Oui.
qui Je permettent de disais qu'en produire ce France, on biométhane. était essentiellement UIOM, alors qu'à l'étranger, plus de décharges. Alors, en France, 4 poubelles sur 10 à peu près vont dans une installation de stockage. Et 3 poubelles sur 10 dans un incinérateur. D'accord. On a déjà un peu développé la récupération du biogaz en France. Voilà. À peu près la moitié du gaz est effectivement valorisé pour faire de l'électricité, mais avec des rendements du coup qui sont très faibles, de l'ordre de 30%, alors que la valorisation en biométhane, ce vecteur d'énergie extrêmement intéressant, permet d'en valoriser la quasi-totalité. En tout cas, si je vous comprends bien, ça veut dire qu'il y a des débouchés possibles aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça veut dire, en France, vous avez aujourd'hui créé combien d'emplois? Waga Energy, c'est combien de salariés? Alors Waga Energy, c'est une quinzaine de salariés aujourd'hui, une quinzaine d'ingénieurs. Alors, nous sommes sur les aspects de développement, c'est-à-dire que toutes nos usines sont construites en région Alpes et notamment dans le bassin grenoblois. Et donc un emploi au sein de Waga Energy, c'est entre 3 et 5 emplois dans le bassin grenoblois indirect. Et effectivement, l'essentiel du marché est à l'international. Pour compléter sur on va dire les supports à l'amorçage de ce type d'entreprise innovante, le PIA est une excellente première marche, c'est nécessaire, nous n'aurions probablement pas existé sans le PIA. La BPI nous a accompagnés pour accompagner les investisseurs lors de la levée de fonds. Là aussi, c'est un mécanisme qui est très utile. Et surtout, lorsqu'on investit des infrastructures énergétiques, qui a été beaucoup le thème, nous investissons lourdement au départ pour produire une énergie dans le temps la plus compétitive possible. Nous avons aujourd'hui un mécanisme en place qui sont les tarifs avec obligation d'achat, mis en place en 2011, et qui permettent de rassurer suffisamment les investisseurs pour investir donc dans cette nouvelle industrie qui permet de produire des énergies renouvelables et qui est évidemment nouvelle, donc un peu plus risquée à leurs yeux que l'industrie traditionnelle. Alors, merci pour cet éclairage sur les PIA. Je vous propose maintenant que l'on voit avec vous, Serge Ménech, un autre dispositif de soutien et d'accompagnement, puisque vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, président de la société nouvelle Sameto Technophile. Donc vous allez déjà nous expliquer ce que vous faites, ce que vous faisiez peut-être, puisque quelque part vous avez utilisé donc le programme Windustrie, dont certains ont déjà dû entendre parler, qui d'ailleurs a, je crois, des points communs avec les PIA, mais vous pourrez peut-être nous le préciser, de manière à faire muter votre outil de production pour pouvoir répondre à une demande dans le domaine de l'éolien offshore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? Ok, bien sûr. Bonsoir. Donc, je suis Serge Ménech, je suis le dirigeant d'une entreprise qui est à Dinan, en Bretagne. Voilà. Alors, ce n'est pas une start-up, nous, c'est une vieille dame. Hein. Elle est à Dinan depuis 1962, elle était en région parisienne auparavant. Donc, en fait, oui, on a bénéficié du programme Windustrie. Pour nous, c'est un sujet important, puisqu'en fait, l'entreprise que je dirige est une entreprise donc, qui est spécialisée dans la transformation des métaux et dans la fabrication de produits mécano-soudés, et qui, ne se satisfaisant pas de situations établies, est en recherche permanente d'évolution de ces marchés et de pénétration de nouveaux marchés. Voilà. Notre cœur de métier, c'est la transformation de l'acier. Nos salariés, mes salariés, sont essentiellement des soudeurs et des chaudronniers. Et donc, ils ont vocation à fabriquer... alors, on s'adresse à deux types de marchés. Notre grande spécialité, entre autres, c'est la conception et la fabrication d'équipements de manutention, stockage et de transport. Donc là, on va s'adresser à des gens comme PSA, Renault, par exemple, donc des grands comptes. Concrètement, ça veut dire des conteneurs en métal, des conteneurs, en des acier. chariots, tout ce qui permet à un moment donné d'amener la pièce en bord de ligne et de permettre au constructeur, qui est un ensemblier, en fait, d'assembler l'auto. D'accord, donc en une faisant filière bien la pièce industrielle assez classique. Logistique, transport, acheminement de d'accord. pièces et optimisation des volumes transportés. Voilà. Et on a une autre grande spécialité, en fait, eu égard à l'entreprise, à ses actifs et à l'histoire, qui contribue en fait à pouvoir fabriquer à partir des plans clients des ensembles de chaudronneries qui présentent la particularité d'être souvent complexes, de géométrie, volumineux et très ouvragés. Et là, on va par exemple fabriquer des ponts roulants pour Airbus, dès lors qu'il s'agit d'équiper des usines d'assemblage Airbus partout en Europe. Voilà. Quel rapport avec Windustrie, du coup? Alors, justement, ne se satisfaisant pas des situations établies, l'entreprise a cherché effectivement à s'adresser à ce marché-là, très clairement, fin 2011, début 2012. C'est-à-dire que, pour resituer un peu le contexte, on avait la possibilité de participer à des réunions B2B, on avait effectivement des projets importants qui étaient sur le point d'être attribués, on va dire, par la Creux, début 2012 en l'occurrence, et sur lesquels on a eu la volonté de se positionner, et puis un certain nombre de points de passage, des réunions B2B, des concertations qui nous ont permis à un moment donné, alors je raisonne en tant qu'industriel, et en tant que consortium également, en tant que cluster, je dirige un cluster par ailleurs de 15 entreprises bretonnes, et d'aller au-devant des donneurs d'ordre, des consortiums, des équipementiers, des turbiniers, des fabricants potentiels de jaquettes dont on a parlé tout à l'heure, dans un premier temps,
Et puis aujourd'hui, pourquoi pas, aux fabricants d'éoliennes offshore, d'hydroliennes par exemple, donc sur les différents sujets qui concernent en fait des équipements qui seront déployés sur notre trait de côte, de façon à ce que nous puissions s'adresser à ces gens-là et à leur expliquer qu'on a des outils industriels compétents, probablement compétitifs, avec des compagnons qui ont un vrai savoir-faire en capacité, et que nous sommes en capacité de fabriquer certains des composants de leurs ensembles, en fait, de leurs équipements. Si je comprends bien, vous êtes une entreprise de l'écosystème éolien offshore qui s'est préparée finalement à ce marché émergent. Exactement. Alors, le paramètre temps est important, on l'évoquait tout à l'heure avec le président de la région Bretagne, c'est-à-dire que c'est un investissement de longue haleine. On a démarré en 2012, on est en 2017 désormais. L'entreprise que je dirige a la particularité d'avoir bénéficié du programme Industrie, mais aussi d'avoir fait partie des premières entreprises qui ont eu la possibilité de fabriquer, de produire, d'expédier du matériel chez des ensembliers importants de la filière des EMR et d'aller de l'avant dans le domaine. En fait. Voilà. Maintenant, le programme Industrie, ça s'est traduit de la façon suivante pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, très clairement, au travers des contacts qu'on a pu nouer et avec le CER, par exemple, et certains membres en fait, du comité d'agrément ou d'éligibilité, je ne sais pas comment on a le terme juste, mais il y a un comité d'industriels, un conseil d'industriels, de donneurs d'ordre, en fait, qui se réunissaient pour étudier les dossiers. Donc la procédure pour nous a été relativement simple, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est agi de constituer un dossier, de motiver nos demandes, d'exprimer nos capacités et de faire valoir le fait qu'on souhaitait bénéficier de ce programme-là. Voilà. Vous vouliez en bénéficier pour quoi faire? Alors, ça nous a déjà procuré un premier avantage, c'est que ça nous a permis d'être en contact avec des grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire que très clairement, dans cette commission, siégeaient des gens comme Areva Wind, General Electric, Alstom, oui, Elmarine, etc. Que vous ne connaissiez pas naturellement. Oui. Donc on n'avait pas forcément tous ces gens-là aujourd'hui en contact et ça nous a permis de nouer des contacts. Ensuite, ça s'est traduit concrètement par une aide financière, une subvention, là en l'occurrence, avec des montants qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient évoqués par mon voisin auparavant, mais que nous, on a pu utiliser à bon escient pour mener deux chantiers. En fait. On a tiré deux bénéfices. Le premier, ça a été un audit qui a été mandaté par le CER, et on a deux experts qui sont venus nous rendre visite à l'entreprise, qui ont passé une journée pleine à l'entreprise et qui nous ont permis de prendre conscience de nos forces, de nos faiblesses, de nos contraintes, de nos opportunités, dans la perspective de définir la stratégie et la feuille de route de l'entreprise pour justement faire partie des acteurs incontournables dans le domaine des EMR, autant que faire se peut, à l'échelle de l'entreprise, vis-à-vis des projets que j'évoquais tout à l'heure et des donneurs d'ordre. Donc ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, ça a été d'utiliser ces fonds pour pouvoir financer en fait une montée en compétences de l'entreprise d'une part, qui a planché sur l'obtention d'une certification type de qualité, si vous voulez en quelque sorte, mais très, très spécifique pour réaliser des ouvrages soudés spécifiques offshore, en l'occurrence, de façon à satisfaire des exigences d'entreprises comme General Electric ou Gamesa ou Siemens ou autres. Hein. Et de faire monter en compétence non seulement l'entreprise, mais aussi les individus. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de compagnons qui sont des soudeurs, des chaudronniers, qui sont dépositaires des règles de l'art de l'entreprise, on va dire, pour fabriquer des beaux ouvrages mécano-soudés, mais qui ne pouvaient pas forcément se prévaloir d'avoir les bonnes qualifications ou de pouvoir sortir des équipements aussi robustes ou d'une qualité équivalente à celle que nous demandent ces gens-là. En fait, voilà. Donc on s'est engagé dans une démarche de certification qu'on a obtenue en 2016. Hein, et en fait, on a utilisé les fonds. On a fléché les fonds, on a utilisé les fonds qui nous ont été attribués au titre du programme Industrie pour financer une partie de cette montée en compétences de nos gars, d'une part, et de l'entreprise, par ailleurs, en fait, en termes de certification, de formation, d'audit et d'évaluation, en fait. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure justement d'accompagner la mutation des emplois gris vers des emplois verts. Alors bon, on ne va pas dire que vos chaudronniers, tout d'un coup, sont des emplois verts, mais malgré tout, effectivement, ils font partie de cet écosystème et ça, c'est important. Je vous propose qu'on continue de balayer un petit peu le champ des possibles avec vous, Arnaud Mine. Donc, vous êtes président d'Urba Solar, une entreprise du photovoltaïque. Alors, on a déjà évoqué pas mal de dispositifs de financement, créateurs de valeur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en ce qui concerne, donc tout à l'heure, on parlait de la PPE, des appels d'offres, etc., en quoi ces créateurs de valeur également dans les territoires? Alors, la filière photovoltaïque fonctionne avec des dispositifs incitatifs qui sont tarifs d'achat fixes jusqu'à une certaine puissance, puis au-delà de cette puissance-là, des mécanismes d'appel d'offres qui sont mis en œuvre maintenant depuis plusieurs années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce mécanisme-là est la conséquence et la suite de 10 années de turbulence, puisque toute cette histoire a commencé en 2006 avec la mise en place de tarifs d'achat qui, à l'époque, était au niveau de... C'était 600 euros le mégawattheure. Hein. Maintenant, on parle de 55 euros le mégawattheure.
Donc il faut bien voir que c'est une filière qui a évolué à une vitesse considérable et qu'il a été extrêmement difficile, y compris pour les pouvoirs publics, de réussir à s'ajuster au fil de l'évolution de la technologie. Et donc il y a eu des effets dérégulateurs, d'opportunités qui se sont révélés au fil du temps. Bulle verte. Voilà. Donc nous avons tous à l'esprit, en 2006, nous étions une demi-douzaine d'entreprises à travailler dans le domaine du photovoltaïque en France. Et puis à l'époque, j'étais déjà président de la filière photovoltaïque au sein du syndicat des énergies renouvelables. Et puis tout d'un coup, avec ce tarif qui a été mis en place à l'époque par M. de Villepin, tout d'un coup, il y avait 50 entreprises, 100, 200, 300. On n'arrivait plus à trouver une salle pour réunir la filière. Et il y a eu un effet de bulle absolument considérable. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé, à savoir qu'il y a eu arrêt brutal de cette affaire-là, un moratoire, et on peut regretter que des dizaines d'entreprises se sont trouvées en situation de défaillance. Donc, on s'est cherché. L'administration a ses raisons, les entreprises ont leur dynamique, mais tout ça, c'est à accoucher dans la douleur d'un mécanisme qui, aujourd'hui, présente beaucoup de vertus. Parce qu'aujourd'hui, il faut souligner le niveau d'échange qu'il y a aujourd'hui avec la DGEC, ce qui n'existait pas forcément à l'époque. À l'époque, le photovoltaïque, c'était un danger, ou c'était au mieux un parti pris militant. Maintenant, les choses ont quand même bien changé. Nous avons tous, les uns et les autres, bien évolué dans notre appréciation de ce que sont les énergies renouvelables. Je vous fais grâce de 30 ans d'histoire derrière tout ça. Et aujourd'hui, le niveau d'échange avec la DGEC est tout à fait correct. Et nous avons, par l'échange, mis en place ensemble un mécanisme qui présente bien des vertus. Alors, ce mécanisme d'appel d'offres, avec des occurrences dans l'année qui sont de 4 mois pour les toitures, de 6 mois pour les centrales au sol, ça permet de délivrer avec des engagements fermes sur les volumes. Ça permet de donner aux entreprises une vision à moyen terme. Ça fait écho à la fameuse visibilité dont on parlait tout à l'heure. Exactement, et qui est absolument essentielle, parce qu'un projet de centrale au sol, quand on le présente à l'appel d'offres, il y a déjà 2 ans de travail pour obtenir les documents d'urbanisme et pour obtenir les permis de construire qui sont absolument nécessaires pour se présenter à l'appel d'offres. Donc les entreprises de toute taille, dont beaucoup de PME et d'ETI, ont investi relativement lourdement, en fonction de leur taille, sur ces projets-là. Et donc, il est absolument essentiel que, bien entendu, on sache ce qu'il va advenir de ces projets. Et donc, il est absolument essentiel d'avoir une vision moyen terme et de savoir ce qui va se passer. Donc, il y a une vision, ce qui permet aux entreprises d'investir, d'embaucher. Il y a un rythme qui est assez régulier, ce qui permet d'éviter les effets de stop and go. Un rythme annuel serait trop lent. Un rythme tel qu'il est organisé sur des périodes de 4 mois, ça permet une continuité des opérations. Le cahier des charges tel qu'il est bâti aujourd'hui fait que les réponses sont relativement simples. On n'a pas à rendre des dossiers de 150 pages par projet, donc il y a une certaine fluidité administrative. Et par ailleurs, cette fluidité plus les autres facteurs font que les entreprises de toute taille peuvent y répondre, et y compris les collectivités locales. Donc ça veut dire que pléthore d'acteurs peuvent y répondre. D'autres qualités dont on a déjà parlé précédemment, à savoir la mise en valeur de l'investissement participatif, donc de l'engagement soit des citoyens, soit des collectivités locales, donc une acceptabilité de ces projets qui est excellente. Enfin, la semaine dernière, j'étais en Dordogne pour inaugurer une centrale sur la commune de Faux. En présence d'élus et de la population. 50% de la population du village s'était déplacée pour ça, et à chaque fois c'est une fête. Donc ces centrales photovoltaïques, c'est non seulement quelque chose qui est pertinent économiquement au regard du mix électrique national, mais c'est aussi un vrai travail d'aménageur, et c'est un véritable événement citoyen. Donc ça présente des tas de qualités avec des synergies avec d'autres activités. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui on est très sensible à tout ce qui a trait à la création d'emplois. Oui. Il y a une image qui colle un petit peu à la peau du photovoltaïque, et je vais vous demander de me dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Très souvent, les gens pensent panneaux photovoltaïques, panneaux made in China. Donc ça veut dire on ne fait pas travailler les Français, ce n'est pas une énergie qui crée des emplois non délocalisables. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ce préjugé? Alors, est-ce qu'il est justifié ou pas? Je dirais non. Voilà. Je dirais non. D'abord, on a l'industrie senti un petit non hésitant quand même. Non, c'est parce que c'est une solution simple, mais la réponse est complexe. Donc je vais prendre un tout petit peu de temps pour vous répondre. Je me fais l'avocat du diable. Et je suis d'autant plus légitime à vous répondre que j'étais jusqu'au mois de juin dernier actionnaire à hauteur de 15% du fabricant Cilia, qui était le principal fabricant français, et qui a été en redressement judiciaire et a été repris depuis. Donc je connais très très bien le sujet. Comme quoi tout n'est pas rose. La valeur ajoutée de la fabrication des panneaux, d'abord il y a une industrie française. Il y a SunPower qui est en France, il y a Voltec, il y a un certain nombre d'entreprises
entreprises qui existent. Et donc, il y a des centaines de mégawatts qui sont fabriqués en France. C'est une réalité. Par ailleurs, dans la valeur d'une centrale photovoltaïque, la part du panneau est de plus en plus faible. Et maintenant, ce qui est essentiel, c'est d'autres choses, et c'est bien ces savoir-faire-là que nous exportons notamment. C'est toute l'intelligence de gestion de ces centrales, c'est toute la prévision de la production, c'est l'interfaçage avec les réseaux, avec les groupes électrogènes. Et là, sincèrement, nous n'avons pas à rougir du tout. Au contraire, nous sommes conquérants sur ces savoir-faire et sur cette valeur ajoutée qui est absolument essentielle. Et puis, par ailleurs, je dirais que la défaillance, notamment de Cilia, je suis concerné au premier chef, elle est liée à des tas d'autres facteurs qui échappent à la filière. Dans le cas de Cilia, pour tout dire, l'établissement de Vénissieux, qui était une ancienne usine Bosch, les salariés voulaient qu'il y ait défaillance de l'entreprise. Ça leur permettait de bénéficier du plan social de Bosch. Donc il y a des facteurs complètement externes à la filière qui parfois ont un impact essentiel sur la vie des entreprises. C'est comme ça, c'est la vie. Il n'y a pas de fatalité, il y a un contenu industriel, il y a un savoir-faire en matière de photovoltaïque qui est absolument essentiel. Et si je peux simplement, j'ai fait l'apologie du système d'appel d'offres, je serais ingrat de ne pas le faire, puisque Urbass Solar est, si ce n'est en tout cas un des principaux lauréats de ces appels d'offres depuis leur création. Donc nous maîtrisons parfaitement cet outil-là. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un niveau de prix de l'électricité, puisqu'on parle de 55 euros, et plus les valeurs ajoutées qui sont liées à ça, qui nous laisse à penser que, en tout cas sur cette procédure d'appel d'offres, il y a en tout cas la question des volumes qui doit être vue, puisque nous sommes sur une technologie compétitive. On parlait tout à l'heure de l'atteinte des objectifs nationaux. Clairement, le photovoltaïque, il suffit d'augmenter les volumes et les centrales suivent. Je veux dire, c'est l'outil qui permet d'atteindre les volumes. Et on peut même imaginer très rapidement que ce dispositif d'appel d'offres ne soit plus nécessaire, parce que nous sommes sur une énergie compétitive et qu'avec un prix qui serait un prix plafond, on puisse complètement déréguler les volumes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de 500 mégawatts raccordés au réseau sur cette année. Il faut viser 2 fois, voire 4 fois plus de volume. Et ce serait légitime eu égard à la pertinence de la filière. C'est sans impact sur le budget public et c'est un outil d'aménagement pour les collectivités locales qui me paraît tout à fait essentiel. Rémi Chabriage, vous voyez réagir, vous voulez ajouter un petit mot ? Je trouve que c'est assez important ce que disait Arnaud à l'instant, et je vais réagir aussi à ce que disait Serge Ménech tout à l'heure. On a trop, avec ou sans arrière-pensée, il y en a peut-être eu quelques-unes, on a beaucoup effectivement dit de choses sur le photovoltaïque chinois ou l'éolien germano-danois, jusqu'à un ancien président de la République, c'était quand même un peu triste, mais bon. Alors que, bon, il y a des réalités, c'est beaucoup plus contrasté que ça, Arnaud le disait à l'instant, et il y a aussi des évolutions de marché et un chemin, un potentiel devant nous qui font qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ce qui était évoqué. On entend dire, y compris par des gens, pour le coup, que je ne crois pas mal intentionnés du tout, mais quand même, on aura du mal maintenant, on n'aura pas de champion industriel dans l'éolien en France. Bon, vu le marché en France, à l'étranger, vu les évolutions qu'il y a devant nous, alors il n'y a peut-être pas de fatalité. Ensuite, et l'exemple de M. Ménech est vraiment, je trouve, extrêmement parlant, c'est pas parce qu'on n'a pas aujourd'hui d'ensemblier étiqueté éolienne Vestas ou autre, Vestas français, je ne sais pas, inventons un nom, qu'on n'a pas aujourd'hui de l'industrie en France qui travaille dans l'éolien. On a des fabricants de sous-ensembles, on a des fabricants de sous-ensemble, extrêmement performants, qui exportent. Il y a aujourd'hui une industrie française de l'éolien, même si elle n'a pas de grosses bannières et de grands porte-drapeaux importantes. Oui, ce que vous voulez dire, c'est même si les marques sont étrangères, vu la taille, en tout cas, elles sont fabriquées chez nous. Il y a des choses qui sont via des ensembles qui sont fabriquées. Et voilà, il n'y a pas de fatalité autour de ça. Et je vois mes collègues pointer le nez. Donc, ils attendent que je fasse la pub d'une excellente publication de l'ADEME que vous pouvez donc trouver en ligne dès aujourd'hui, qui est une enquête, un travail sur sur la filière et l'industrie et l'économie de la filière de l'éolien. Vous verrez, ça paraît ce jour et c'est très intéressant. Et ça illustre ce que je viens d'évoquer. Alors, on a beaucoup parlé de chaleur renouvelable, on a également parlé d'électricité renouvelable, on n'a pas encore parlé de carburant renouvelable, et on va le faire tout de suite avec vous, Christelle Guizouarn. Vous êtes directrice développement durable du groupe Avril. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, le groupe Avril est spécialisé dans le domaine des huiles, mais également devenu producteur de biocarburant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a fait que vous en êtes arrivé là ?
Alors le groupe Avril, oui, bonjour à tous, c'est un groupe français qui a une trentaine d'années. Et le groupe Avril, il a été fondé à l'initiative des producteurs de colza et de tournesol français, et ça reste l'actionnaire majoritaire du groupe Avril, ce qui est très particulier. Alors, il a été fondé, le groupe Avril, pour trouver des débouchés pour les filières des huiles et protéines. Alors, pour faire simple, au mois d'avril, c'est pas un hasard, vous avez des petites fleurs jaunes dans les champs, c'est du colza. Quand on récolte la graine de colza, eh bien dans cette graine de colza et qu'on la travaille, qu'on la triture, vous avez 60% de cette matière qui est de la protéine qui va nourrir les élevages français. C'est le premier métier du groupe Avril, c'est la nutrition animale. Vous avez 40% de cette graine qui reste, c'est de l'huile végétale. Cette huile végétale, elle a pour débouché principal l'alimentaire. Donc le groupe Avril, nous le verrons par ses marques, est le leader de l'huile alimentaire en France. Mais il y a un excédent d'huile qui a pour débouché le biodiesel. Et donc le groupe Avril, en 30 ans, eh bien oui, est devenu le leader du biodiesel européen, même mondial, mais tout simplement parce qu'il l'a inventé. C'est une innovation, le biodiesel, qui date du début des années 90, et ça, c'est peu connu. Donc, juste pour dresser le paysage d'Avril, qui, en termes de groupe, est moins connu, les marques phares, c'est Le Sieur, Puget, Matine, Sanders, pour la région Bretagne, pour tout ce qui est nutrition animale. Donc, c'est vraiment l'alimentaire, la nutrition animale, mais aussi les biocarburants par le biodiesel et la chimie du renouvelable, car quand on produit du biodiesel, eh bien, fatalement, on produit 10% de glycérine végétale. Cette glycérine végétale, vous la trouvez partout, dans vos shampoings, dans de la chimie qui permet de remplacer de la chimie fossile. Donc tout ce qui est enrichi en glycérine végétale, eh bien, le groupe Avril est devenu le leader mondial de la glycérine végétale. Donc, revenons un petit peu maintenant au biodiesel, qui était quand même le cœur de votre question. Mais, effectivement, plutôt question énergie renouvelable. Voilà, la question de l'énergie renouvelable. Alors le biodiesel, c'est une innovation des années 90, effectivement, qui est française et qui s'est développée très progressivement, en fait, entre le début des années 2000 et maintenant. Donc en 2005, il y avait un objectif d'incorporation dans le gazole, car le biodiesel, en fait, c'est le biocarburant caché du gazole. Dans tout le gazole, vous en avez. Que vous alliez chez Total, chez Leclerc, partout, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas y échapper, il y en a. Donc vous en aviez 1% en 2005 et vous en avez à peu près 8% maintenant dans tout le gazole, mais ça a été très progressif. On doit comprendre que le mécanisme qui a permis de vous développer, c'est un mécanisme d'obligation d'incorporation ? Alors, il y a eu 2 leviers qui ont permis de développer le biodiesel. Donc, un mécanisme d'incorporation obligatoire. C'est-à-dire qu'un distributeur pétrolier a le choix soit de payer une taxe générale sur les activités polluantes, bon, très clairement ce n'est pas le choix privilégié, soit d'incorporer du biodiesel dans le gazole avec un objectif qui a été fixé graduellement sur des plans pluriannuels depuis 2005 et donc pour atteindre 7,7% pour être précise de biodiesel dans le gazole. Et le deuxième levier qui a été utilisé au début, c'est une défiscalisation partielle, c'est-à-dire la taxe sur le gazole, la TICPE. Eh bien, suite à des appels d'offres européens, donc il n'y a pas que le groupe Avril qui en a bénéficié, un certain nombre de volumes étaient exonérés d'une partie de la taxe sur la consommation. Et donc, ça a été un mécanisme qui a été efficace. Hein. Cette exonération partielle de TICPE était très élevée, je dirais, au tout début, quand les volumes étaient faibles, et puis a disparu progressivement jusqu'à 0 depuis 2013. Donc, il n'y a plus aucun avantage fiscal sur la filière biodiesel. Et même, j'irais un petit peu plus loin, c'est que le biodiesel est taxé comme le gazole. Donc, on se réjouit de l'augmentation de la taxe carbone, sauf que quand on l'applique aux énergies renouvelables, eh bien, en termes de compétitivité, c'est un petit peu compliqué. Mais ça, c'est... Après, aujourd'hui, quand même, malgré tout, la filière est consolidée. Vous avez créé combien d'emplois ? Alors, la filière biodiesel et où préserver ? Alors, préserver aujourd'hui, et ça, je pense qu'on y reviendra, mais on va commencer par le positif. La filière biodiesel, c'est 20 000 emplois, donc 12 000 emplois directs. Alors, essentiellement, je dirais des emplois qui sont ruraux, tout simplement parce que les usines de biodiesel, elles sont intégrées avec leur bassin de production de colza, ce sont des outils industriels intégrés sur le traitement de la matière première, donc dans des bassins de production de colza ou à proximité des dépôts et raffineries pétrolières. Donc très clairement, beaucoup d'emplois. Et également, je pense qu'il faut souligner qu'il y a 100 000 producteurs de colza qui nous livrent toute l'année. Donc ça représente quand même un débouché pour le colza qui est très important.
Ensuite, bon, en termes d'investissement, c'était quand même du lourd. On a eu un coup de pouce fiscal, hein, il ne faut pas le nier, mais c'est un investissement après d'1 milliard d'euros. Je pense que personne autour de cette table ronde ne nie avoir bénéficié d'un coup de pouce. Non, mais faut dire que le coup de pouce fiscal, il peut être tout à fait nécessaire. Après, bon, il a disparu. Bon, je ne vais pas le regretter, ça serait maladroit, mais on a investi 1 milliard d'euros sur le territoire français dans la filière biodiesel, donc c'est une belle réussite. En termes d'impact sur la balance commerciale, comme on produit à peu près 2 millions de tonnes de biodiesel qui remplacent du gazole importé, parce qu'on est déficitaire en France de gazole, eh bien c'est 1 milliard d'euros d'économie d'importation chaque année. Sur la France, rien que sur cet effet importation. Et comme on produit des protéines de colza pour nourrir nos élevages, eh bien, ce sont 500 millions d'euros d'économie sur le fait qu'on produit de la protéine de colza française au lieu d'importer du tourteau de soja d'Amérique du Sud. Donc d'un point de vue économique, c'est également 2 milliards d'euros sur le PIB. En termes de poids, donc c'est une filière effectivement qui pèse, mais les emplois c'est une chose, mais il faut rappeler que c'est une énergie renouvelable, donc ça remplace un carburant qui est fossile, qui est le gazole, et ça c'est très important, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 60%. En termes de surface agricole utilisée, parce que c'est souvent une question, en France c'est 1,8% de la SAU nette. Alors net, c'est quand on enlève la partie coproduit qui vend nutrition animale, donc c'est très faible, sachant que les biocarburants ont commencé à être produits, la matière première, sur des terres en jachère. Au tout début, il y avait des aides aux cultures énergétiques. Donc l'Union européenne souhaitait mettre un certain nombre de terres en jachère et la production de colza s'est développée sur ces terres au départ. Oui, parce que un peu comme je l'ai fait avec Monsieur Min pour le photovoltaïque Made in China, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Les biocarburants de première génération sont très souvent décriés pour leur bilan environnemental. Qu'est-ce que vous répondriez aujourd'hui si vous nous dites si on ne transforme pas la fraction d'huile qu'on extrait de nos graines en biodiesel, elle serait perdue? Alors, le sujet environnemental, il est assez large. Déjà, je répondrais qu'il est très décrié dans certains milieux. L'utilisation de biodiesel, quand on fait une enquête Ipsos, eh bien, il y a plus de 2 tiers des Français qui sont tout à fait favorables à ce que leur agriculture permette de produire une énergie renouvelable pour leur utilisation. Sur la partie environnementale, le bilan gaz à effet de serre est très clair. On permet de réduire de 60% les gaz à effet de serre par rapport à du gazole fossile. Les débats étaient beaucoup sur l'alimentaire, le non alimentaire. C'est vrai que si on regarde le biocarburant tout seul, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile de colza pour faire du biodiesel? Dans la mesure où notre premier métier, c'est l'alimentation humaine, et qu'on n'a pas de débouché suffisant pour l'huile de colza, oui. La réponse est oui, sachant que c'est renouvelable. C'est-à-dire que souvent les gens me disent en 2050, quand on sera tant de milliards de personnes, peut-être qu'on manquera d'huile de colza. Alors, on sera les premiers à vous dire, bon, dans ces cas-là, reposons-nous la question et n'allons pas jusqu'à la dernière étape parce qu'on produit, on a la graine, on la triture, on a l'huile, on la raffine, on fait de l'huile alimentaire qui va chez le sieur et on fait du diester. Si on manque d'huile alimentaire, il suffit d'arrêter une étape, donc c'est renouvelé. Et chaque année, on peut faire ce choix, car ça pousse chaque année. Donc ces débats, certes, ils sont complexes, on essaie d'y répondre le plus possible, mais avec des faits qui sont scientifiques. Parce que des débats d'idées un petit peu simplistes, c'est dommage d'opposer l'alimentaire et le non alimentaire quand on parle de production agricole. Une production agricole, on crée de la valeur en diversifiant ses débouchés. C'est-à-dire, à partir d'une graine, eh bien, on valorise au mieux les différentes parties de cette graine, et c'est comme ça qu'en créant des débouchés aussi, on expose moins l'ensemble des maillons de la chaîne aux aléas, aux différents marchés qui sont présents. Alors avant qu'on prenne quelques questions dans la salle, hein, donc n'hésitez pas à commencer à préparer vos petits stylos et à prendre des notes sur vos cahiers. Moi j'ai envie de vous poser une question à tous. On a commencé pour certains à aborder la question. Comment est-ce qu'on va plus loin aujourd'hui? On voit qu'un euro investi dans les énergies renouvelables est un euro qui, manifestement, assez bien investi. On pourra toujours aller chercher 2-3 petits détails ici ou là. Comment est-ce qu'on va plus loin? Comment est-ce qu'on accélère pour aller atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et manifestement qu'on a du mal à atteindre? Alors oui, Arnaud Min? Oui, donc je vous ai dit, le photovoltaïque maintenant entre dans le domaine de la pertinence économique. Nous parlions aussi tout à l'heure de freins. Il faut savoir qu'il y a des mécanismes qui sont de l'ordre de la réglementation et qui aujourd'hui ne permettent pas, ou en tout cas ne sont pas encore revus de telle façon qu'ils puissent permettre le déploiement de certains usages du photovoltaïque. Typiquement l'autoconsommation. Aujourd'hui, l'autoconsommation, il y a une crainte
liées au fait que le photovoltaïque pourrait être destructeur pour le système électrique étant donné sa pertinence. Et donc aujourd'hui, en matière d'autoconsommation, il y a des barrières. Seule la même entité juridique peut produire et consommer cette électricité. Il est hors de question que ce soit deux entités juridiques différentes, où on ne peut éventuellement commercialiser ce courant qu'au niveau d'une antenne basse tension, alors qu'il y aurait des logiques peut-être de territoire qui pourraient dépasser cette affaire-là. Donc vous voyez qu'il y a des freins réglementaires. Autre exemple, du photovoltaïque sur bâtiment doit payer dès une puissance de 100 kW, donc c'est tout petit, doit payer une contribution au financement du réseau de transport, réseau RTE, qui suivant les régions a été calculé de façon totalement inadaptée. Et il y a des régions, par exemple, si je parle de Midi-Pyrénées, où le coût du S3RENR, ce qu'on appelle le S3RENR, donc la contribution au financement du réseau de transport, c'est 53 000 € le mégawatt. Dans d'autres régions, c'est moitié moins, et dans d'autres régions, c'est zéro. Donc on voit bien qu'il y a des mécanismes de calcul qui ont été mis en œuvre il y a quelques années, qui nuisent complètement à la diffusion du photovoltaïque, qui pour autant est pertinent. Donc quand on parle d'appel d'offres avec un prix du kilowattheure un prix de 55 € le mégawattheure, ça supporte en plus le prix d'une complexité administrative, le prix de coûts de raccordement et de mécanismes de mutualisation qui ne sont pas forcément légitimes, et parfois des dispositions réglementaires qui ne sont pas légitimes. Donc il me semble, pour répondre en tout cas de mon côté à votre question, que l'évolution technique continue, l'amélioration des rendements, la baisse des coûts, la pertinence accrue des entreprises, tout ça, ça continue. L'innovation, ça continue. Mais typiquement, l'évolution réglementaire, l'innovation au niveau de la mise en place de réglementations adaptées est absolument clé maintenant pour laisser s'exprimer de nouveaux secteurs de marché pour le photovoltaïque qui bénéficient à toute la collectivité nationale. La complexité administrative, à votre avis, Serge Ménech, c'est également ce qui a freiné l'éolien offshore et qui fait qu'aujourd'hui, même si vous avez bénéficié du programme Windustrie, force est de constater que vous ne travaillez pas beaucoup pour l'instant dans le domaine de l'éolien offshore. Nous, très clairement, il nous tarde d'en découdre. C'est-à-dire qu'on est encore dans le domaine de la croyance. Et on est un peu breton par chez nous. Forcément, on ne lâche pas l'affaire et on persiste, forcément. Mais il est vrai que on est prêt. Nos outils industriels, pour certains d'entre eux, je parle pour moi, par exemple, ont subi des mutations ces derniers temps, ce qui fait qu'on est au niveau, on est tout à fait en capacité de produire. Et voilà, il faut que les décisions se prennent, que les usines se créent, et qu'effectivement, les donneurs d'ordre qui nous ont tous dans leur radar aujourd'hui soient en capacité de nous solliciter et de telle sorte que nous puissions contribuer à fabriquer certains de leurs composants, certaines de leurs pièces. Voilà. Mais avec encore beaucoup de chemin qui reste à parcourir. J'en ai rencontré un tout récemment et qui persiste à nous stimuler aussi et en nous challengeant par rapport à certains de nos concurrents. On parlait tout à l'heure des Danois ou des Allemands, par exemple, on peut les citer, où on a encore un bout de chemin à parcourir et des ressources à mobiliser, des plans d'action à mettre sur le thème de la qualité, sur le thème de la facilitation des échanges au niveau des langues étrangères, par exemple, et puis surtout au niveau de la compétitivité de nos outils industriels et de nos moyens et de la performance économique de nos fabrications. Mathilde Lefebvre, maintenant que Waga Énergie a débuté, vous disiez tout à l'heure, vous êtes une quinzaine de collaborateurs, donc c'est pas rien. Vous avez bénéficié d'un fonds à l'amorçage. Maintenant, c'est quoi le stade d'après ? Alors, ce qui est intéressant dans ce débat, c'est qu'on est sur des filières différentes avec différents niveaux de maturité. Biodiester depuis quelques décennies, le solaire. La filière biogaz est encore très jeune. C'est quelques centaines d'installations tout au plus et quelques dizaines d'installations pour le biométhane, malgré son potentiel qui est considérable en France. Ce dont on a besoin, de mon point de vue, c'est avant tout de stabilité. Les investissements à réaliser dans cette filière sont très importants. C'est à minima, on va dire, de l'ordre de 3 millions d'euros et ça peut monter à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc pour pouvoir trouver les investisseurs ou le moyen de financer cette infrastructure, il faut de la stabilité. Les tarifs avec obligation d'achat offrent aujourd'hui cette stabilité et doivent permettre à cet ensemble de jeunes entreprises qu'on a en France d'asseoir en quelque sorte leur développement industriel pour ensuite pouvoir à la fois s'exporter et générer des réductions de coûts et s'approcher progressivement de la parité réseau, c'est-à-dire du tarif du gaz naturel. Pour Waga Énergie, le tarif est de l'ordre de 50 à 70 euros du mégawattheure. Donc on est déjà sur un prix du biométhane qui est extrêmement pertinent, puisque produit localement, tous les équipements sont produits en France. Donc on est dans une logique de compétitivité et d'efficacité qui est très claire. Mais vraiment, ces tarifs avec obligation d'achat ont été nécessaires pour démarrer et sont la clé.
les mécanismes d'appel d'offres dans cette filière complexe où il faut, pour le gaz issu de méthanisation, des agriculteurs, le réseau, une autorisation qui est longue, et c'est des projets qui sont sur plusieurs années, va probablement être mis en place, mais c'est lorsque la filière est déjà mature et les acteurs suffisamment solides pour pouvoir y répondre, comme vous l'avez fait en son temps. Et ensuite, il y a un certain nombre de, je dirais, petites corrections qui vont permettre d'accélérer cette fois-ci effectivement le développement de la filière. On parle de la réfaction des raccordements d'énergie renouvelable. La loi est passée, on attend les décrets avec une certaine impatience. Il y a tout un tas de petites modifications comme l'annualisation des tarifs de l'injection du biométhane qui permettrait de débloquer des volumes pour zéro, si je puis dire, puisque c'est des modifications à la marge. Alors vous évoquez la stabilité, Christophe Giswern. Vous aussi, la stabilité, c'est important? En règle générale, les entreprises aiment bien la stabilité. La stabilité et la visibilité. Mais très clairement, jusqu'à présent, je vous ai donné l'image positive. Maintenant, je vais vous donner la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'on a... Effectivement, on est le leader européen. La France est le leader du biodiesel. C'est une filière made in France vertueuse qui contribue à beaucoup d'externalités positives. Aujourd'hui, cette filière, elle est extrêmement menacée. Donc, je dirais qu'avant, on n'est plus dans le développement, on est dans préserver la filière biocarburant et la filière biodiesel sur le territoire français. Elle est menacée, je dirais, de toutes parts. Au niveau international, parce qu'elle fait face... Je vous demande juste 2 petites secondes. On excuse Arnaud Mine qui doit nous quitter, mais c'est pas grave. On est presque à la fin de la table ronde. Je vous en prie. Merci à vous. Je vous en prie. Bon, elle est toujours menacée suite au départ d'Arnaud. Non. Au niveau international, la filière biodiesel européenne et française, elle est soumise à du dumping en provenance d'Argentine. Donc là, il y a des droits européens anti-dumping qui sont tombés pour des questions de procédure. En clair, ça veut dire quoi? Que l'huile de soja arrive en France moins cher que le biodiesel de soja. Donc pour être compétitif, quand le prix de vente du biodiesel est moins élevé que le prix de la matière première, c'est compliqué. Le deuxième point, c'est la directive énergie renouvelable. Alors il y en a eu une en 2003, une en 2009, très positive pour la promotion des énergies renouvelables. Ça a été discuté en 2015 sur les biocarburants, ça s'est un petit peu moins bien passé. Donc on a plafonné les biocarburants de première génération à 7%. On se disait maintenant qu'on a plafonné les biocarburants à 7%, tout va bien. On a fermé 3 usines de production, donc ça c'est moins bien. Et là, on est sur la directive 2020-2030, c'est en ce moment que c'est discuté. C'est en ce moment, et la proposition de la Commission européenne, c'est de dire, bon alors finalement, on avait plafonné à 7, on va plafonner à 3,8% de biodiesel dans le gazole. Concrètement, c'est quoi? C'est la destruction de la moitié des unités de production et de tout ce que je vous ai expliqué en termes d'externalités positives. Alors l'objectif, au départ, il est louable, c'est de dire on va développer la deuxième génération à la place, en mettant un objectif obligatoire de 6,8%. Alors nous, on est acteur de la première génération, mais on est aussi acteur de la deuxième génération. Avec d'autres partenaires, on est le seul à avoir une unité pilote de production de deuxième génération pour le gazole en France. Un pilote, c'est 180 millions d'euros. Et une unité industrielle, c'est 1 milliard d'euros. Donc, vous voyez, la visibilité, c'est important, mais il faut aussi pouvoir, derrière, amortir ces unités. Et le fait d'avoir cette directive, aujourd'hui, ça a un impact majeur. En 2021, il n'y aura pas de production de deuxième génération de façon importante, ni en 2022, ni en 2023. Donc, ça aura quoi comme impact? Si cette directive arrive au-delà de l'aspect industriel et agricole, eh bien, il y aura 2 millions de tonnes de gazole qui seront importées sur le territoire français pour remplacer le biodiesel, qui ne sera plus produit sur le territoire français. Nous importerons 500 000 tonnes de tourteaux de soja d'Amérique du Sud. Bon, là, on ne se posera pas de questions sur l'impact que ça pourra avoir. Donc, en clair, c'est pas très bon. Donc, ce qu'on a mis 20 ans à construire de façon vertueuse, progressive, en un vote ou en 3 mois, on peut le détruire. Donc, il y a une vraie vigilance par rapport à ça. Et globalement, nous, c'est quoi notre position? C'est d'avoir un objectif ambitieux en 2030, qui est le 15% d'énergie renouvelable. Il n'y a rien aujourd'hui dans le texte en termes d'énergie renouvelable dans les transports. Il n'y a rien dans le texte européen. Et puis de maintenir ce plafond à 7%. On ne demande pas un développement, on demande un maintien de ce qui est présent. Et au niveau français, pour aller un petit peu plus loin sur une note positive quand même, c'est... on a le gazole, mais on a développé le gazole qui s'appelle le gazole B10, c'est 10% de biocarburant. Ça sera un nouveau grade qui sera à la pompe en 2018. Tout simplement pour que le consommateur aussi, c'est un citoyen, il puisse choisir.
il puisse choisir, bon, mais il saura qu'il y a du biodiesel dans le gazole, s'il n'en veut pas, il n'en prend pas, s'il en veut, il en prend. Et le B100 qui sera 100% biodiesel de colza, qui sera un carburant pour les poids lourds disponible pour les flottes captives en 2018, parce que là aussi, le mouvement sur le diesel, je dirais qu'on n'est ni acteur, ni moteur, ni quoi que ce soit. On le subira, quel qu'il soit, mais il faut aussi qu'on apporte des solutions constructives pour trouver des débouchés à nos filières. Continuer à innover. Alors, merci à tous pour ces éclairages.